Bonjour à tous. Un logiciel gratuit c'est bien, mais un logiciel que tu peux exécuter, étudier, distribuer ou améliorer, c'est mieux. Ces logiciels là, on appelle ça des logiciels libres et c'est le thème de la vidéo. Il en existe des milliers, mais j'en ai choisi 5 logiciels que j'utilise tous les jours, ou presque, comme le premier élément de cette liste. Si j'étais animateur 2D ou 3D, modélisateur, voire même monteur, j'utiliserais Blender. C'est un logiciel de modélisation à la fois 2D et 3D, qui permet donc de modéliser, de créer ses propres objets 2D et 3D, mais aussi de les riguer et les animer, de faire des effets spéciaux, de faire du montage vidéo, voire même dans les anciennes versions, de créer un jeu vidéo. Il est très complet, voire même peut-être un petit peu trop complet. Il contient énormément d'outils et la réputation d'être très dur à apprendre, parce que ça, pour être dur à apprendre, il l'est. Il est extrêmement polyvalent et ça se répercute sur son interface qui peut être ultra chargée en informations. Prendre en main Blender va prendre quelques semaines, mais le maîtriser va prendre quelques années. Bon, pour éviter que je me fasse insulter par des fans de Blender, il va falloir que je recontextualise un petit peu. Blender est le plus connu des logiciels 3D et le plus polyvalent. Ses concurrents principaux sont des logiciels encore plus professionnels que lui, comme Cinema 4D ou 3ds Max. Mais le but n'est pas le même, ce sont des logiciels beaucoup plus lourds avec beaucoup plus d'outils pour faire des choses extrêmement précises que très peu de personnes auront véritablement besoin. On pourrait même dire que ce sont des logiciels surtout utilisés par l'élite des techniciens, mais en général on n'a pas du tout besoin de tout ça quand on débute. C'est pour ça que si on compare Blender avec ces autres logiciels, alors oui, Blender reste quand même plutôt facile et relativement intuitif à prendre en main. Mais dans les faits, ça reste un logiciel 3D et ça reste quand même très compliqué d'apprendre à utiliser Blender. Il reste quand même son principal atout, la polyvalence. Avant Blender, chaque étape d'une création 3D était séparée. On avait un autre logiciel pour faire le texturing, on avait aussi un autre logiciel pour faire le compositing, pour faire le rigging et finalement faire le rendu. Blender a l'immense avantage de posséder tout en même temps, ce qui est vachement cool et plutôt pratique. Mais du coup, si vous n'utilisez pas Blender, il va falloir choisir votre logiciel 3D en fonction de ce que vous faites. Que ce soit 3ds Max ou plus récemment Houdini pour faire du VFX, autrement dit faire des effets spéciaux, mais ça peut aussi être Maya pour faire de l'animation, ou ZBrush pour faire de la modélisation. Chaque logiciel a ses propres qualités et inconvénients, et chaque logiciel a surtout un domaine de compétences. Bref, je vous conseille énormément Blender, mais sachez que ce n'est pas du tout mon domaine de prédilection. Je vous conseille vraiment de vous faire votre propre avis, donc n'hésitez pas à télécharger les versions d'essai de chaque logiciel pour voir comment ça fonctionne. Dans les faits, seulement Blender est gratuit, et vu que les autres logiciels sont des logiciels professionnels, ça va coûter hyper cher. Dans tous les cas, essayez tout et prenez ce qui vous convient. Bon, c'est quelque chose de plus facile à dire qu'à faire, mais ça reste quand même important, donc surtout n'hésitez pas à essayer tous les logiciels. Bref, si vous avez la moindre remarque, le moindre commentaire, positif ou négatif à dire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est très important, que ce soit pour moi pour m'améliorer, mais surtout pour les autres, pour pouvoir les aider à trouver leur propre logiciel 3D. Mais bon, si vous êtes youtubeur, vous allez sûrement utiliser OBS. Open Broadcast Software est un logiciel qui sert à enregistrer son écran, à streamer et aussi à faire de caméras virtuelles, donc autrement dit à personnaliser sa webcam. Son interface n'est pas si compliquée à apprendre, il va avoir plusieurs scènes et chaque scène va contenir des objets, que ce soit une webcam, un écran, une image, etc. Et chaque objet aura ses propres paramètres. Pour ça tu peux créer plusieurs scènes pour plusieurs cas différents. OBS est original par rapport à ça, on peut créer tout un système de scénettes où chaque scène a sa propre identité visuelle et ses propres paramètres. Ainsi on va pouvoir créer ses propres scènes en fonction de ce qu'on a besoin. Par exemple, quand on est un streamer, on va avoir par exemple besoin d'une scène d'introduction au stream, c'est-à-dire la première scène que tu vas voir quand tu vas arriver dans un stream. Puis ensuite tu vas voir la scène principale avec l'écran plus la webcam. Puis ensuite on peut imaginer une autre scène avec juste la webcam, donc juste la caméra pour voir le streamer en question. Et pareil, à la fin du stream, il y aura une outro qui sera sûrement différente de l'intro, etc., etc. Le fait que OBS fonctionne avec un système de scénettes est ultra cool et c'est le seul à faire ça et c'est son avantage principal. Bon, je vous ai dit aussi que OBS était facile à comprendre et que son interface était simple, mais c'est à moitié vrai. Son interface est relativement compréhensible et plutôt simple à voir et à utiliser, mais si on fouille un petit peu, on peut tomber sur énormément de choses très difficiles à comprendre. Je pense notamment aux paramètres d'encodeur, et il y a énormément d'options que personne n'utilise et qui peuvent faire extrêmement peur quand tu les manipules. Que ce soit les biframes, les contrôleurs de débit, les profils, les intervalles, voire même juste le choix de l'encodeur, c'est plein d'informations que personne ne maîtrise mais qui peuvent être utiles à une certaine population. Bon, heureusement OBS met le mode de sortie par défaut en simple, c'est-à-dire que ça va pas afficher toutes les informations et du coup ça permet d'afficher qu'uniquement les informations que les gens lambda ont besoin, et ça c'est très important pour un logiciel comme OBS qui peut vraiment avoir des paramètres très complexes. Et d'ailleurs, mis à part ça, OBS possède une très bonne communauté, voire même peut-être la meilleure communauté pour un logiciel de ce type. En même temps, faut dire qu'il n'y a pas vraiment de concurrents. Je
Quand même, je dirais bien que le meilleur concurrent d'OBS sur PC, ça serait bien le Windows Game Bar. C'est une interface qu'on peut déclencher en appuyant sur Windows G et qui contient entre autres un enregistreur. Mais sinon, OBS possède une pléthore de plugins exceptionnels, que ce soit des plugins pour ajouter des transitions, pour ajouter des effets spéciaux, des plugins NDI, des plugins pour changer de scène automatiquement, ou des plugins pour utiliser son téléphone comme webcam. Et tout cela participe au fait que OBS est le meilleur logiciel pour enregistrer, voire même pour streamer. Quand on fait une vidéo, on a besoin de deux choses, la vidéo et le son. OBS va s'occuper de la vidéo et Audacity va s'occuper du son. Mieux que ça, Audacity possède tous les outils pour pouvoir le modifier, allant de l'égalisateur et du compresseur à la réverbération et à la distorsion. Mais quand tu fais des vidéos comme moi, tu vas principalement utiliser les outils de Noise Removal qui sont des outils de réduction de bruit, ou à la limite le normalizer pour avoir un son uniforme, voire même l'autotune. Parce que oui, Audacity, comme de nombreux logiciels de cette vidéo, possède des extensions. Et parmi une des extensions les plus connues d'Audacity, figure une extension pour faire de l'autotune. Il en existe plein d'autres, mais en vérité, je les utilise quasiment jamais. Audacity possède déjà tellement d'outils qu'un youtubeur comme moi n'en a pas vraiment besoin. Audacity n'a pas énormément de défauts, mais il a bien un défaut qu'il a en commun avec une bonne partie des logiciels libres. Il est moche. Autant Blender, OBS et logiciels qu'on verra plus tard dans cette vidéo ont des interfaces plutôt belles, voire même dans certains cas très belles, autant Audacity est une interface qui date d'une bonne dizaine d'années et qui est sacrément moche. C'est le problème avec les logiciels libres, c'est que vu que tout le monde bosse sur le même projet, personne n'a vraiment envie d'imposer son style artistique aux autres. Hélas, on peut voir que c'en est l'application complète. Heureusement, comme tous les logiciels libres, on peut beaucoup le modifier et largement le personnaliser. Mais quand même, c'est dommage d'avoir par défaut un logiciel qui reste très moche. Bref, très bon logiciel avec beaucoup d'outils. Heureusement, contrairement à OBS qui n'a pas vraiment de concurrent, Audacity possède quelques concurrents plutôt sérieux, comme par exemple Adobe Audition, qui a l'avantage d'être beaucoup plus beau, mais d'être quand même beaucoup moins intuitif. Bref, c'est aussi l'avantage d'avoir un logiciel qui a des concurrents, c'est qu'au moins Audacity se renouvelle un minimum. OBS aussi se renouvelle, mais en général, moins il y a de concurrents dans un marché, moins les choses vont avoir tendance à changer. Bon, le prochain logiciel va être un petit peu décevant car c'est une copie d'un logiciel qui n'est pas vraiment libre. Laissez-moi vous présenter VS Codium. Dans cette vidéo, je vais vous présenter énormément de logiciels qui étaient excellents en eux-mêmes et dont le fait qu'ils soient libres et donc gratuits n'en étaient que des caractéristiques secondaires. Ici, VS Codium, c'est l'inverse, sa seule utilité c'est d'être libre et c'est la seule chose qu'il va apporter au projet. Mais avant de vous présenter le logiciel en question, laissez-moi vous parler de VS Code. Visual Studio Code et son grand frère Visual Studio, ce sont les deux éditeurs de code les plus utilisés au monde et ils sont développés par Microsoft. VS Code est open source, c'est-à-dire que tout le monde peut voir le logiciel de base et créer son propre logiciel à partir de ça. Mais en général, quand un logiciel est open source, on évite de mettre ce qu'on appelle de la télémétrie, autrement dit de l'espionnage, car tout le monde pourrait le voir et c'est pas très bien vu dans la communauté des développeurs. Mais chez Microsoft, ils sont malins et ils ont de très bonnes techniques pour rajouter de la télémétrie et donc te voler ta vie privée et tes données personnelles sans se faire remarquer. Parce que avoir le code source de quelque chose, c'est bien, mais dans les faits, on peut pas faire grand chose avec du code source. Le code source, c'est juste du test où on va dire que ça c'est du C, ça c'est du Python, mais en soi, lui tout seul, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Pour pouvoir utiliser ce code source, on va devoir le compiler. On va devoir faire ce qu'on appelle un build. Le but d'un build, le but de compiler quelque chose, c'est de transformer du texte, donc du code source, en quelque chose de compréhensible par la machine, donc en gros du binaire. La particularité de la compilation, c'est qu'une fois qu'on a compilé un programme, on peut pas faire de retour en arrière. Étant donné que c'est que des 0 et des 1, c'est très long, très compliqué et quasiment impossible de récupérer 100% du code d'origine, et c'est tellement chiant que personne ne fait ça. L'avantage de ça, c'est que du coup Microsoft peut modifier le logiciel de base, rajouter des plugins de télémétrie, et d'autres plugins éventuellement, parce que du coup personne ne va analyser le code binaire et se rendre compte qu'on vous vole les informations privées. Ainsi, quand tu télécharges VS Code, tu vas télécharger une version compilée qui possède d'autres choses que uniquement les fichiers sources qui sont open source. Autrement dit, quand tu vas télécharger VS Code, tu vas télécharger non seulement les fichiers sources classiques que tout le monde a accès, mais aussi la télémétrie que Microsoft a rajouté après. C'est une technique classique des GAFAM et c'est d'ailleurs le cas avec Chrome et Chromium par exemple, avec Chrome qui du coup est basé sur un autre navigateur du nom de Chromium. Et du coup, vu qu'ils recompilent et reproposent un autre logiciel, ils peuvent rajouter tout ce qu'ils veulent sans être remarqués. C'est très important cette télémétrie car VS Code enregistre énormément de choses. Par exemple, il va y avoir des informations envoyées sur votre réseau quand vous changez vos paramètres, quand vous copiez-collez des choses, quand vous utilisez la complétion de texte, quand vous sauvegardez, quand vous ouvrez un terminal, etc., etc. Plus ou moins tout est traqué et c'est pas forcément agréable.
c'est quelque chose qui horripile énormément les développeurs comme moi. Et c'est pour ça que si vous voulez utiliser VS Code, qui est un excellent éditeur de code, utilisez VS Codium, ça change strictement rien, et comme ça il y aura juste pas de télémétrie. Finalement, laissez-moi vous présenter Chromium. Chromium est un navigateur open source et qui sert de base à littéralement 80% du marché des navigateurs internet. Que ce soit Chrome, Edge, Opera, Brave, Vivaldi, voire même Yandex, tout le monde se base sur Chromium. Mais du coup, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un projet de navigateur open source qui a été débuté en 2008. Le principe est simple, Google développe majoritairement le projet, mais étant donné que c'est open source, tout le monde peut contribuer et tout le monde peut améliorer le logiciel en question. L'avantage, c'est que ça fait gagner énormément de temps et donc d'argent à Google. La communauté des logiciels libres est très présente et va énormément contribuer au développement de n'importe quel logiciel open source, dont Chromium. Et ainsi Chromium va pouvoir bénéficier de l'aide de développeurs à travers le monde, ce qui va permettre en gros de faire travailler des gens pour gratuit. Pareil, c'est une technique classique des GAFAM, ça permet d'économiser les coûts et honnêtement c'est pas con. Deuxième avantage, vu que c'est un logiciel open source, c'est très bien vu de la part de tous les développeurs. Ça améliore donc indirectement leur image. L'avantage principal pour le reste du monde, c'est que ça permet de créer un navigateur web très facilement et beaucoup plus facilement qu'avant. Ça permet de gagner énormément de temps et de donner vie à des projets qui sinon n'auraient été pas du tout rentables ou beaucoup plus longs, comme par exemple le navigateur d'Avast. C'est le même principe que pour VS Code et VS Codium, sauf que les développeurs de Google Chrome rajoutent certains éléments pour se faciliter la vie, éléments qui ne sont pas forcément libres. Par exemple, parlons des codecs vidéo. Un codec, c'est une manière d'enregistrer et de compresser des informations, dans ce cas-là pour des vidéos. Le problème étant que beaucoup de codecs sont propriétaires, et donc un projet libre ne peut juste pas les utiliser, car il faut des contrats et il faut négocier, ce qu'on ne peut pas vraiment faire dans des logiciels open source. C'est le cas du MP3 ou du H264 par exemple, où Google Chrome va négocier les accords pour pouvoir utiliser les codecs, ce que Chromium ne peut pas vraiment faire. Mais il n'y a pas que ça, Google Chrome rajoute aussi par exemple le support pour Adobe Flash. Bon, je doute que ce soit vraiment utile de nos jours, mais ça reste quand même à noter. Dans la même idée, il n'y a pas de mise à jour automatique, il faut réinstaller le logiciel à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, et ça peut être plutôt chiant. D'un point de vue sécurité, c'est très mauvais car ça rallonge inutilement la durée de vulnérabilité d'une faille. Alors aussi, sur Chromium, la fonction back à save n'est pas mise automatiquement. C'est en gros une fonction qui permet de séparer les différentes tâches du Google Chrome, enfin plutôt de Chromium, et qui permet donc de limiter les risques quand il y a une page qui crache par exemple. C'est mis automatiquement sur toutes les pages pour Google Chrome. C'est plutôt compréhensible pour un logiciel qui est fait pour monsieur et madame tout le monde, qui a besoin de sécurité et de stabilité, mais c'est pas le cas dans Chromium, sûrement pour améliorer les performances. Mais bon, vu que Google est une GAFAM, l'utilité principale d'utiliser Chromium, c'est pour la vie privée. Il y a très peu de télémétrie, ou de manière générale, d'espionnage dans Chromium, car c'est très mal vu et ça se verrait très facilement. Mais bon, une fois que c'est compilé, on peut pas voir ce qui était avant la compilation, et donc on peut rajouter de la télémétrie comme avec Chrome par exemple. Et c'est pour ça que Google Chromium n'existe pas. Ça permet d'avoir à Google l'autonomie qu'ils veulent, pouvoir rajouter ce qu'ils veulent, sans avoir à se soucier d'éthique par exemple, tout en faisant pas mal d'argent, et en profitant du travail d'autres développeurs. La famille des navigateurs de Chromium est une grande famille que j'apprécie pas particulièrement car ils ont quand même sacrément tendance à se ressembler. Mais bon, Opera, Edge et Chrome restent quand même parmi les navigateurs les plus utilisés au monde et c'est pas pour rien, Chromium est un très bon navigateur. Mais bon, si cette vidéo est titrée 5 logiciels libres et gratuits que j'utilise tous les jours, c'est pas pour rien. Et donc je vais vous recommander un logiciel libre qui est basé sur Chromium et ça sera Iridium. Iridium est un navigateur très récent et très jeune et qui m'a l'air très prometteur. Et en plus il utilise comme moteur de recherche quant, donc ça peut être qu'un très bon navigateur. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai pas mis de mention honorable pour éviter de vous spoil les éventuels futurs épisodes. Dans tous les cas, il reste quand même des dizaines et des dizaines de logiciels libres à traiter dans d'autres vidéos si vous le souhaitez. Bref, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. J'ai énormément diminué la publication des vidéos. Là, on tourne à peu près à une vidéo par mois quand je me fais pas supprimer ma vidéo. Donc bien sûr, ça diminue les stats. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir et c'est très important. Bref, j'espère que vous passez une excellente soirée, journée, matinée, je ne sais pas. Salut à tous, c'était Screenny. Passez une excellente journée. Ciao.